Bonjour à tous et à toutes. Ça se connecte doucement. On va attendre que tout le monde arrive. En attendant, faire peut-être un petit point technique sur comment fonctionne Zoom. Il y a Eulalie, il y a Émilie. Bonjour Julie, on vous entend. D'ailleurs, ça fait pas. On va couper les micros à tout le monde pour le bon déroulement du webinaire. En revanche, en ce qui concerne les caméras, libre à vous de les laisser activer ou de les désactiver. Sachant que si vous avez des petits soucis de connexion, on vous inviterait peut-être à les désactiver pour la passante. Donc, pas de micro. Et par contre, on ne veut pas vous empêcher de parler. Donc, si vous avez des questions, des choses à dire, des remarques, on vous invite à aller sur le petit chat qui est en bas, discuter. Et là, vous pouvez écrire des choses. Et on prendra un temps de questions en fin de webinaire sur le dernier quart d'heure pour répondre à vos questions, lire éventuellement vos remarques ou revendications, ou je ne sais quoi. N'hésitez pas, il y aura ce temps de parole à la fin. Donc, voilà, tout le monde arrive petit à petit. Merci, encore merci à ceux qui viennent d'arriver. Merci d'être là. Excusez-moi, je vais quitter ça. Merci d'être là pour ce webinaire sur les résultats de l'enquête nationale 2021. C'est la 4e année consécutive que cette enquête nationale est faite. Cette année, petite particularité, c'est que le volet sur les bénévoles a été rajouté. Christiane et Émilie vous en parleront. Cette enquête a été réalisée dans le cadre de l'Observatoire de la justice restaurative. Cet observatoire a été créé à l'origine de l'Institut en 2013. Au début, c'était davantage des évaluations au niveau local, sur des programmes, sur des mesures, mais au niveau local. Et depuis 2017, cela a pris une dimension nationale avec l'enquête nationale. Vous pouvez d'ailleurs trouver les anciennes enquêtes, celles de 2020, de 2019, de 2018, sur le site. Et celle de 2021 que Émilie et Christiane vont vous présenter sera prochainement disponible sur le site également. Et puis, on le publiera aussi sur LinkedIn. Vous devriez, et Facebook, donc vous le verrez passer. Et aussi, petite particularité cette année, c'est que les enquêtes sont quand même assez longues. L'enquête dans son intégralité est quand même assez longue, elle fait une centaine de pages et on sait que vous n'avez pas spécialement tous le temps de lire tout. Donc, ce qu'on a fait, c'est un PowerPoint. Alors, ce n'est pas tout à fait celui que vont vous présenter Christiane et Émilie aujourd'hui, mais c'est un intermédiaire. Donc, il y aura un PowerPoint qui fera, je ne sais plus s'il doit faire une trentaine de slides, mais qui permet de résumer l'enquête nationale. Il sera aussi disponible avec l'enquête nationale et ce sera peut-être plus facile pour aller chercher les infos. Vous aurez les deux, à vous de voir ensuite qu'est-ce que vous préférez. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Émilie Matignon, donc, qui est coordinatrice de l'antenne Sud-Ouest, et à Christiane Legrand, qui est notre chère vice-présidente et bénévole très active auprès de l'IFJR, qui sont les deux personnes qui ont travaillé énormément sur l'enquête nationale et qui vont aujourd'hui nous la présenter. Peut-être, Émilie, je te laisse la parole en Oui. premier. Oui, merci beaucoup Eulalie. Donc également ravie de vous retrouver toutes et tous pour ce webinaire, ce nouveau webinaire. Effectivement, on a travaillé sur cette enquête avec Christiane, mais c'est vraiment un travail collectif avec tous ceux qui ont contribué pour mener des entretiens, faire des retranscriptions, donc aussi nos bénévoles, et Eulalie aussi qui a contribué à cette enquête, donc elle sait de quoi elle parle. Voilà, ravie de vous retrouver. Je vais vous projeter sans plus attendre un PowerPoint qui sera notre support pour finalement vous présenter les résultats de cette enquête nationale 2021. Donc, je vous partage ce PowerPoint. Espérons que tout le monde le voit. Hop. Voilà. J'espère que tout le monde l'a en visuel. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc, simplement préciser, mais comme l'a dit Eulalie, que nous avons travaillé cette année pour la première fois sur 3 volets. Donc effectivement, cette enquête nationale a débuté déjà en 2018, puis c'est au fil des ans a augmenté, on va dire, de volume
avec plusieurs perspectives. Donc cette année, on a 3 entrées, j'allais dire. Le retour des participants, le retour des bénévoles aussi, les membres de la communauté qui participent à des rencontres condamnées victimes ou détenues victimes, et le retour des professionnels. Nous avons décidé aujourd'hui de vous le présenter dans cet ordre, pour terminer par les professionnels qui vont poser des questions et ouvrir des perspectives sur les enjeux du développement de la justice restaurative. Donc voici notre choix. Nous avons aussi une première partie d'enquête dont je n'ai pas parlé, mais qui est plus sur les chiffres et qu'on ne vous présente pas aujourd'hui, sur le nombre de mesures, nombre de programmes, etc., qui est aussi disponible chaque année. Donc, pour débuter, le retour des participants, simplement vous dire que les retours sont constants. Depuis maintenant 3 ans que nous menons cette enquête auprès des participants avec leur retour, on voit qu'il y a vraiment des constantes au niveau de la satisfaction déjà, mais aussi d'autres points qu'on va vous présenter. Concernant le contexte déjà, pour cette année, donc 2021, qui portait sur les mesures mise en œuvre en 2020. Nous avons un échantillon de 10 participants aux mesures de 2020, donc qui est un faible échantillon, au regard, vous en doutez, de la crise que nous avons tous connue, du Covid entre autres, mais plutôt en particulier d'ailleurs, avec 8 personnes victimes et 2 personnes auteurs qui ont participé à cette enquête, qui ont accepté de répondre à nos questions. Sur la méthodologie, on utilise toujours la même. C'est une méthode qualitative à travers des entretiens semi-directifs, soit par téléphone, soit par le biais de Zoom. C'est vrai que cette crise de Covid nous a plutôt, on va dire, détendu sur l'utilisation du Zoom. On privilégie le téléphone aujourd'hui. Et évidemment, pour les personnes en détention, on se rend en détention, en particulier à Christiane qui pourra vous en parler. Les mesures concernées, il s'agissait de 4 rencontres condamnées victimes et 2 médiations restauratives. On voit encore une fois que les rencontres en groupe sont davantage représentées, encore pour 2020. L'objectif est toujours le même dans cette démarche, c'est vraiment de mieux comprendre les effets de ces mesures de justice restaurative, de cette participation pour les personnes, et d'améliorer évidemment les dispositifs qui sont mis en place, le cas échéant, à travers les suggestions aussi des participants. Donc, c'est à mon tour de prendre la parole. Je suis ravie de me retrouver avec tous aujourd'hui pour vous parler, pour commencer, des participants aux rencontres et aux médiations. Et ce qu'on constate tout d'abord, c'est que ce sont vraiment ces dispositifs, ça permet de libérer la parole. Et ça, pourquoi? Parce qu'on se trouve dans un contexte de confiance et d'écoute. Pourquoi? Parce que les personnes sont préparées, et elles ont une préparation individuelle où elles se rencontrent, où on leur dit déjà qu'elles pourront parler sans tabou ni jugement. Et le fait qu'il n'y ait pas de jugement est vraiment un élément essentiel qui permet vraiment de débloquer la parole, et on a vraiment des discours du type j'ai pu dire tout ce que je pouvais dire sans être jugée, sans être rejetée, notamment pour les auteurs d'ailleurs en particulier. Il y a aussi cette idée de pouvoir d'être écouté sans lasser qui que ce soit. Pourquoi sans lasser? Notamment sur les victimes, les victimes qui, dans leur entourage, ont pas mal de personnes qui les écoutent et qui, au bout d'un moment, ont l'impression qu'ils voudraient qu'elles passent à autre chose, et les victimes ont beaucoup de difficultés justement à passer ce pas. Or, dans cet espace qui leur est dédié de dialogue, elles savent qu'elles vont être écoutées. Et puis, pour les auteurs, c'est aussi un espace aussi où ils ont peu de chance, enfin, ils ont peu d'occasion d'être écoutés sur ce qui s'est passé et sur les répercussions. Et donc, c'est aussi une façon de s'expliquer différemment, de dire on entend souvent
les personnes dire, j'ai pu dire des choses que je n'ai jamais dit à personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de manière récurrente. On a vu que cette année, on avait simplement un petit nombre, on avait une dizaine de personnes, mais c'est vrai qu'on peut considérer que ce qu'on vous dit aujourd'hui, ça concerne beaucoup plus de personnes parce que c'est quelque chose qui est vraiment constant dans ce que les personnes peuvent exprimer sur leur participation. Donc, il y a toute cette dimension de pouvoir se raconter et dire tout ce qu'on a vraiment sur le cœur sans filtre. D'autre part, la deuxième dimension, c'est aussi un dialogue qui permet de se rencontrer. Qu'est-ce que c'est cette idée de se rencontrer? C'est qu'on est là avec des personnes qui ont le même type d'expérience, qui savent ce que c'est que de subir ou de faire. Et, et même si le regard des auteurs et le regard des personnes victimes peut être différent sur ce qui s'est passé, en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont en commun. Et alors, pour les victimes en particulier, elles ont ce sentiment de ne plus être seules. Pourquoi? Parce que c'est souvent la première fois qu'elles peuvent échanger avec d'autres personnes qui ont subi le même type d'agression. Et donc de se rendre compte aussi que ces personnes-là peuvent le vivre de la même façon qu'elles et que ça n'est pas si bizarre parce que c'est aussi parfois ce qu'on leur renvoie de le vivre comme elles le vivent. Un point très important aussi qui permet de se rencontrer, c'est que malgré les différences de posture, il y a une reconnaissance de l'humanité de l'autre, une reconnaissance de l'humanité de l'autre qui est assez fondamentale pour les personnes auteurs qui ont plutôt l'impression qu'ils vont être qui sont rejetés en règle générale par la société et qui ont l'impression que les personnes victimes ne peuvent pas les reconnaître justement dans leur humanité et qui découvrent que c'est en fait quelque chose qui se passe. Pour les personnes victimes, l'intérêt de reconnaître l'humanité de l'autre, c'est d'une certaine manière que ça fait baisser la pression, c'est-à-dire que on a des phrases telles que mais finalement, avec toutes les choses horribles qu'ils ont faites, finalement, ce sont des gens qui ont des sentiments quand même et des émotions et qui fonctionnent comme nous, qui ont aussi de la tristesse, qui éprouvent de la solitude. Donc, il y a une reconnaissance des personnes auteurs en tant qu'individus au-delà de leur acte. Et il y a une dynamique d'entraide. Pourquoi? Parce que justement, ils se rendent compte les uns et les autres que ils peuvent s'aider pour avoir des réponses, s'aider pour les soutenir dans leur démarche les uns et les autres. Donc il y a tout ce côté de rencontre qui est extrêmement fort et et a des impacts très très forts sur leur vie et sur leur futur, ce que Émilie va aborder maintenant. Ouais, tout à fait. Effectivement, on a aussi pu constater à travers leur retour, leurs témoignages, on a intitulé cette partie l'ouverture vers de nouvelles perspectives d'apaisement, à la fois dans un processus peut-être de réparation qu'on a qualifié, voilà, processus réparateur, d'abord parce que les réponses obtenues au pourquoi et au comment des personnes, alors en particulier des personnes victimes qui ont toujours ces questions-là, enfin toujours ou la plupart du temps, sans vouloir faire de généralité, ces questions-là à la bouche, elles sont source de réparation, de pouvoir avoir des réponses de la part d'autres qui sont considérés comme étant légitimes à apporter ces réponses, au-delà des professionnels qui ont pu aussi leur donner des réponses et qui ont pu les accompagner lorsqu'elles ont été accompagnées. Mais pour les personnes auteurs aussi, participants, qui vont donner justement ces réponses, le fait de s'entendre dire merci par des personnes victimes, de reconnaître aussi leur légitimité à offrir ces réponses, ça renforce leur estime de soi. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent, la fierté qu'ils ont eue de pouvoir apporter une réponse, de pouvoir contribuer peut-être à une forme d'apaisement qu'ils ont constaté puisqu'ils l'ont observer et tout simplement, alors c'est une formule assez générale, mais le dialogue est source d'apaisement. Le fait de pouvoir
ouvrir ces espaces de dialogue, prendre la parole, être acteur finalement quelque part aussi dans cet espace-là, dans ce temps-là, est source d'apaisement. Et on peut considérer aussi que la parole qu'on va poser, lorsqu'on souhaite la poser évidemment, ce processus est involontaire, elle va peut-être aussi diminuer les, voilà, les accès peut-être de colère ou etc. Elle va être là pour, encore une fois, apaiser les choses. D'autre part, je vous disais, il y a à la fois cette contribution au processus réparateur, mais aussi avec des perspectives d'avenir qui vont être ouvertes. Beaucoup de personnes nous parlent effectivement de la force qu'ils ont retrouvée, de se sentir fort, c'est le mot qu'ils utilisent. Et là, on renvoie à un concept anglophone, mais qu'on connaît bien en justice restaurative, d'empowerment, ou on pourrait dire en français d'empuissancement, empouvoirment, en tout cas cette idée-là, de pouvoir à la fois redevenir acteur finalement de sa vie, mais aussi d'avoir conscience de sa valeur en tant qu'être humain, avoir encore une fois une estime de soi retrouvée qui est importante aussi dans des projections dans le futur peut-être. Donc de la même façon, ceci est valable pour les auteurs et pour les victimes, hein, mais pour les auteurs, il y a peut-être cette spécificité aussi de pouvoir finalement observer par l'expérience, le sentir, le vivre, le fait qu'on a une place, ils ont une place aussi dans la société, ils peuvent envisager cette place dans la société à travers des projets qu'ils peuvent avoir personnellement, de formation et autres, pourquoi pas, ça ouvre ces perspectives-là lors des discussions, lors du dialogue, mais aussi par les liens ou la relation qu'ils vont pouvoir créer dans ce temps-là éphémère avec d'autres finalement, d'autres qui font partie aussi de la société à laquelle ils appartiennent. Et un dernier point dont Christiane va parler concerne maintenant le cadre. Le cadre, oui, parce que le cadre, c'est vraiment un élément très important pour la réussite de ces programmes. Notamment la préparation. C'est vraiment le cœur du processus restauratif. Pourquoi? Parce que c'est là que se crée le lien de confiance, c'est là que les personnes font l'expérience du non-jugement, de l'absence de tabou, et c'est ça qui permet plus tard de pouvoir parler de manière très intime à des gens qu'on connaît très peu finalement, parce qu'on a déjà fait cette expérience avec les animateurs. Et les animateurs, ils incarnent vraiment ce processus restauratif. Ils sont vraiment là pour... Enfin, les personnes perçoivent qu'ils sont vraiment là pour eux. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que quand ils parlent des animateurs, ils parlent toujours de personnes absolument extraordinaires, comme on en rencontre peu. Donc, c'était cette posture qui fait que, on a ce sentiment, pour une fois, d'être écouté, d'être accompagné, que les gens sont là pour vous, qui prennent le temps, et qui sont des choses qu'on a rarement l'occasion de rencontrer dans la vie. Le troisième point aussi, élément important dans le cadre sécurisant, c'est les membres de la communauté. Vraiment, les membres de la communauté, c'est ce côté bienveillant, c'est aussi ce tampon entre, au départ, des rencontres. Enfin, là, on parle pour les membres de la communauté, bien sûr, des rencontres condamnées victimes ou détenues victimes. Et il y a aussi cette reconnaissance du fait que ce sont des personnes qui sont là tout autant pour les personnes condamnées que pour les personnes victimes, qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de jugement. Et ça a ce côté sécurisant de se dire qu'il faut un peu tampon entre les deux, au départ, en tout cas, quand ils ne savent pas très bien comment toute cette synergie va se mettre en place. Et puis, ils ont aussi ce rôle bienveillant dans le sens où
les personnes ont le sentiment qu'il les aide à parler, même si c'est par une petite relance, par une question. En tout cas, on a souvent cette idée qui émerge du fait que quand ils n'arrivent pas à exprimer quelque chose, ce sont les membres de la communauté qui sont là pour les aider d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, ils sont facilitateurs aussi d'une certaine manière de la parole. Transition toute trouvée pour vous parler de notre deuxième partie qui est effectivement consacrée au retour des membres de la communauté. Donc, avant ça, le résumé, pardon. Le résumé avant de passer aux membres de la communauté. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et je vous le disais, il y a une constante qui est vraiment révélée à travers les trois années où nous avons pu proposer cette enquête aux participants, mais aussi avec des enquêtes internationales, donc qui utilisent d'autres méthodes peut-être que les nôtres, mais qui révèlent aussi une satisfaction très élevée des participants. Alors, ça peut parfois, pour certains, paraître très suspect, qu'il y ait un taux de satisfaction à l'ordre de 80 à 90 et quelques pourcents chez les participants, mais c'est assez logique puisqu'on propose, encore une fois, un espace de dialogue à des personnes qui souhaitent dialoguer et qui répond finalement, cet espace de dialogue, à des attentes préexistantes. Donc, ce que l'on veut s'assurer aussi, vérifier, c'est que cette satisfaction est toujours bien là et que lorsqu'elle n'est pas là, à certains égards, on puisse améliorer les dispositifs. Donc, on a évidemment les bénéfices de la libération de la parole, de l'expression des vécus. C'est vraiment ce qui ressort avec ces expressions qu'on retrouve en plus d'une année sur l'autre. Je me suis libérée d'un poids, j'ai pu expliquer ou m'expliquer, parler du contexte, ne pas être réduit à l'horreur de l'acte que j'ai posé, etc. Donc ça revient systématiquement, quasiment. Des échanges sécurisés où c'est vrai que les personnes participantes insistent, comme on vient de vous le dire, sur l'aspect du cadre, donc de la sécurité, de la préparation, de la compétence, de la bienveillance des intervenants. Alors l'idée, comme disait Christiane, c'est vrai que la surprise de dire ce sont des personnes extraordinaires, elle est liée effectivement à la posture à la fois des animateurs et des bénévoles qui sont dans un regard bienveillant, mais aussi non jugeant et co-partial, comme on a l'habitude de le dire, c'est-à-dire totalement avec les uns, avec les autres. Finalement, des partisans de l'acte qui a été commis ou subi. Voilà pour la transition vers donc la conclusion ou le résumé et le deuxième point que nous voulons aborder, deuxième aspect, deuxième volet de l'enquête nationale, donc le retour des membres de la communauté. Vous l'avez compris à travers nos propos, mais de façon aussi constante depuis que nous avons commencé l'enquête, les retours que nous avons sont ceux, en grande majorité encore, des participants à des rencontres en groupe, donc condamnés ou détenus victimes. C'est pourquoi aussi nous avons souhaité aller à la rencontre des membres de la communauté, savoir ce qu'ils pensaient finalement de leur participation, ce qu'elle leur avait fait. Déjà sur le contexte, nous avons pu échanger avec 17 personnes bénévoles, donc membres de la communauté. Il est intéressant de relever que sur ces 17 personnes, 13 personnes étaient à la retraite et 4 en activité. Non pas que les 13 personnes n'étaient pas en activité parce qu'elles étaient bien actives, mais elles ne travaillaient pas, du moins sur des emplois rémunérés. Donc 13 personnes à la retraite, c'est quelque chose qui revient dans le sens où, si vous connaissez le processus des rencontres en groupe, ce sont des processus qui sont rompus à un protocole qui demande de la disponibilité chaque semaine. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des étudiants aussi intégrer ce corps, entre guillemets, des membres de la communauté, ce groupe-là, mais on a quand même encore une majorité de personnes retraitées, 10 hommes et 7 femmes, donc plus d'hommes que de femmes, effectivement. Donc, il n'y a vraiment pas une surreprésentation des femmes comme on peut le voir parfois, surtout dans les professions qui sont impliquées en tant qu'animateurs de justice restaurative. Et des personnes qui sont déjà, pour beaucoup, engagées dans des activités bénévoles. Donc, on voit qu'il y a déjà une sensibilité dans l'implication, l'engagement envers les autres, l'autre de façon générale, et des actions sociales, donc proposées à la société, des associations, donc des actions associatives. C'est aussi un point à souligner.
je laisse la parole à Christiane. Alors, si on parle de leur vécu de l'expérience, juste pour rappeler que moi, j'ai été moi aussi membre de la communauté dans les premières rencontres condamnées victimes qui ont été organisées en France. Donc, c'est un petit peu du vécu aussi que je vais partager avec vous. Le premier point, c'est effectivement qu'il y a une recherche de leur place et de leur légitimité. Les personnes viennent dans les rencontres condamnées victimes, donc elles viennent rencontrer des victimes ou rencontrer des condamnés. Donc la présence de membres de la communauté n'est pas forcément la première chose qui leur vient à l'esprit. Je dirais que plus les infractions sont graves et plus le rôle est compris et rapidement par les participants, parce que ça fait, comme je le disais tout à l'heure, une espèce de tampon entre les deux groupes. Mais en fait, la difficulté de ce rôle, et c'est ce que nous disent les personnes, les membres de la communauté qui nous ont répondu, c'est de trouver cet équilibre entre le fait de ne pas trop intervenir, mais de ne pas être absent pour autant. Parce que lorsqu'on est trop absent, du coup, la question se pose du rôle des personnes. Mais l'idée aussi de pouvoir intervenir et d'échanger, mais sans se raconter, effectivement. Et ça, c'est trouver cet équilibre. Et donc, il y a une espèce de légitimité à conquérir envers les participants et qui probablement arrive assez rapidement grâce au moment de pause et d'échange un peu informel. Ce qu'ils disent aussi, c'est l'aspect enrichissement personnel. Les personnes qui ont été membres de la communauté, finalement, découvrent assez souvent que cette posture d'écoute, de non-jugement et de tolérance, ils ont progressé et ce qu'ils le constatent dans leur vie au quotidien. C'est aussi un changement dans la manière d'accompagner les personnes parce que on décide souvent, on a vu qu'il y avait des personnes qui étaient déjà des bénévoles dans d'autres structures, et c'est d'accompagner les personnes en les autonomisant, je dirais, et c'est aussi un élément qui les a fait réfléchir. Et puis, ça vient les conforter dans leurs valeurs humanistes qui, la plupart d'entre eux, portent, qui tous portent d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles ils viennent aussi vers la justice restaurative, parce qu'elle répond aux valeurs qu'ils partagent. Mais aussi important pour les personnes qui nous ont répondu, c'est vraiment cette temps fort de partage en moment, parce qu'il y a des moments d'émotions très très fortes, et vraiment de ce fait de partager tous ensemble et de porter en même temps ce vécu tous ensemble, et d'être présent et de sentir qu'on peut d'une certaine manière aussi les aider à passer ces moments difficiles. C'est un peu les moments où on sort les Kleenex et on peut être tous en train de pleurer parce que les émotions sont extrêmement fortes, mais en même temps très, très positives au final. Tout à fait, je poursuis effectivement sur cette lancée avec ce sentiment qui nous a été aussi retourné de se sentir utile, témoin de l'évolution des personnes, donc avoir vraiment peut-être contrairement à l'a priori qu'on peut avoir sur le rôle des membres de la communauté qui serait très effacé, d'avoir contribué au contraire activement par sa présence, par son regard bienveillant, ses gestes, ses paroles, etc., à en tout cas un mieux-être constaté sur les personnes victimes et auteurs, participer à la libération de la parole, l'accompagnement qui a été finalement révélé par au moment des pauses également, qui sont aussi un moment qui est identifié comme étant important pour quelque part créer du lien, ou du moins de l'échange avec les personnes. Donc c'est ce sentiment d'utilité qui revient beaucoup chez les bénévoles, et aussi d'être le témoin privilégié, justement, d'assister à l'évolution, au fait que les choses bougent pour les participants, d'une manière ou d'une autre, et de façon variable aussi en termes d'intensité, puisqu'on a vraiment des évolutions très singulières. J'en viens justement aux insatisfactions et aux critiques qui ont pu être formulées. Certains bénévoles ont pu pointer peut-être le sentiment que certains auteurs avaient
été moins impliqués, alors en comparaison avec des victimes, en comparaison avec d'autres auteurs. Ça rejoint ce que je vous disais à l'instant sur cette conscience peut-être aussi à avoir très forte de la singularité, la variabilité chez les personnes, de ce qu'elles peuvent prendre dans la justice restaurative, comment elles peuvent bouger finalement, comment leur apaisement aussi peut être variable, comment leur mode d'expression peut être variable, etc. etc. Donc, mais c'est une insatisfaction évidemment qu'on prend en compte, une critique qu'on prend en compte. Ça questionne très profondément, fondamentalement, ce que doit offrir la justice restaurative, est-ce qu'elle doit être consacrée seulement à des personnes, auteurs justement, qui seraient, et là je vais un peu loin, dans le repentir, etc., ou pas. Donc, vous voyez dans ma formulation de question où je me positionne. En tout cas, on pourra en discuter. Et la frustration aussi, qui, alors là, pour le coup, beaucoup plus partagée, de ne pas savoir comment les personnes évoluent suite aux rencontres, évidemment, puisque on est dans des moments très intenses en termes de partage d'émotions. On vous l'a dit, avec voilà, les pleurs aussi qui viennent assez facilement, finalement. Et l'attention qui est portée par les bénévoles aux participants, évidemment, le fait qu'on fasse groupe très clairement et qu'il n'y ait plus de nouvelles des uns et des autres à la fin de la mesure. C'est quelque chose qui fait partie du protocole et qui est essentiel. Et pourtant, ça peut créer voilà, cette frustration-là dont on pourra parler, si vous le souhaitez, après, lors du débat. En résumé, pour terminer, donc sur cette partie-là, avec cette idée vraiment d'un processus, d'une difficulté peut-être à apprivoiser. Alors, difficulté, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais en tout cas, apprivoiser ce rôle très spécifique de bénévoles, membres de la communauté, vers ce sentiment d'utilité qui est très présent. Souvent, on a l'habitude de dire peut-être aussi en formation et grâce au retour que nous font les bénévoles aujourd'hui, ça a été ce propos de dire finalement, vous ne saurez ce qu'est le rôle totalement de membre de la communauté qu'une fois que vous aurez participé à une rencontre finalement. Donc, vous l'aurez entre guillemets joué. Voilà, donc un rôle qui répond aussi aux besoins de contribuer à vivre ensemble, c'est là où on voit qu'il y a vraiment cet engagement quand même préexistant chez la plupart, même tous les bénévoles de la communauté, ce regard vers la société, vers l'autre, etc. Et des missions qui nécessitent une technicité, un temps conséquent à dédier, effectivement, bénévole, mais nécessitant une formation, une préparation aussi. Voilà. On passe à notre dernière partie. Je laisse la parole à Christiane pour les professionnels. Alors, sur les professionnels et les intervenants, nous avons interrogé 5 sites cette année, sachant que c'était la deuxième année qu'on se consacrait aux personnes, aux professionnels et aux intervenants. Donc, le critère sur les 5 sites que nous avions choisis, c'est qu'il y avait eu au moins 2 mesures de justice restaurative qui avaient été mises en place. Il se trouve que c'était pour la plupart du temps sur ces sites des mesures de médiation restaurative qui étaient en cours ou terminées, souvent en cours en mise en place. Nous avons interrogé 25 professionnels et intervenants, ce qui maintenant, si on regarde ce qui s'était passé les années précédentes, on arrive à presque 50 personnes qui ont été interrogées en tout. Je dis ça parce qu'il y a une cohérence entre ce que nous avons fait sur l'étude précédente et sur celle-ci. De la même manière, ce sont toujours des entretiens semi-directifs qui rendent compte des apports et des difficultés de la vision de la mise en place de la justice restaurative par ces professionnels et ces intervenants. Voilà, donc on a décidé de se partager la parole avec Christiane sur cette diapositive. Alors, j'ai pris le rôle plus confortable de parler de tout ce qui va bien, du positif. Ce qu'on arrive finalement, c'est ce qu'on voulait vous montrer, mettre en exergue une situation vraiment paradoxale. Où d'un côté, effectivement, on retrouve l'enthousiasme ou la satisfaction que l'on voit à la fois chez les participants et les bénévoles, on la retrouve chez les professionnels. Au niveau de satisfaction, une adhésion aussi à des valeurs préexistantes aussi chez les professionnels. La justice restaurative, pour certains, vient répondre à
à quelque chose, un souhait qu'ils avaient en eux, la façon dont ils voient leur métier parfois. Elle peut être source de sens aussi pour eux dans leur profession, mais ça va aussi au-delà de leur profession. On est vraiment dans quelque chose qui peut rayonner aussi dans la vie personnelle et dans une conception de la vie en société, j'allais dire, hein, c'est un gros mot, mais c'est aussi ça qui vient être satisfait, entre guillemets. Donc, d'un côté, nous avons cette idée-là d'adhésion forte. Nous avons aussi toute la richesse des partenariats qu'on retrouvait déjà l'année précédente, mais vraiment qui est encore une fois mise en exergue, la richesse du regard, des regards différents, donc des professionnels qui travaillent davantage avec des personnes victimes, d'autres avec des personnes auteurs, que ce soit PGJ, SPIP, aide aux victimes, et qui viennent partager leur regard et qui viennent trouver du commun finalement dans ce lieu de partage lorsqu'ils s'engagent dans la justice restaurative, lorsqu'ils s'y impliquent, avec des projets aussi qui naissent hors du champ de la justice restaurative. Donc, des différentes perspectives qui vont se nourrir de ce premier pas parfois qui est celui d'une réunion, une mise en commun de leur regard sur la justice restaurative, voilà, entre différents partenaires qui s'étaient parfois peu ou jamais réunis autour d'une table. Donc ça aussi, c'est important et qui perdure, hein, cet enrichissement, ce sentiment-là sur la durée. Et également, on voit que les professionnels ont conscience, je dirais, du défi majeur qui se pose à la justice restaurative aujourd'hui, qui est celui de l'information des personnes, victimes et auteurs, puisqu'on ne le dira jamais assez, comment des personnes peuvent solliciter la justice restaurative et y avoir accès si elles ne savent pas qu'elle existe, que ce dispositif existe. Et là, on voit vraiment qu'il y a des efforts qui sont faits, cette conscience-là d'abord, de l'importance de l'information, des efforts, de la recherche, j'allais dire, hein, sur qu'est-ce qui fonctionnerait, qu'est-ce qui fonctionnerait moins. On est dans cette idée-là, en réalité, de se doter aussi d'outils qu'on a pu nous-mêmes aussi mettre à disposition, mais qui sont aussi construits de façon autonome, indépendante par les professionnels. Donc ça, c'est la partie, j'allais dire, les apports et tout le positif. Juste pour retarder le négatif, oui. Est-ce que vous pouvez, je ne voulais pas te couper, Émilie, préciser la distinction entre professionnel et intervenant, parce que c'est oui. demandé là dans le chat et peut-être... Oui, bien sûr. Oui, on a distingué professionnel et intervenant pour distinguer les personnes. Donc, quand on dit professionnel, peut-être aussi de la justice restaurative, ce sont ceux qui vont animer les rencontres restauratives et les intervenants vont plutôt être là, par exemple, les magistrats qui vont opérer un contrôle de légalité, etc. Donc, c'est vraiment cette petite subtilité. C'est vrai qu'on n'a pas pris de termes génériques, on pourra également éventuellement modifier ça. Mais voilà la petite distinction. D'accord, donc moi je vais vous parler des frustrations. Parce que, comme vous le voyez sur le slide qui est là, on a vraiment à chaque fois le revers de la médaille, je dirais, parce que malgré une forte adhésion, on a vraiment un développement limité. Pourquoi un développement limité? Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine précarité. La justice restaurative n'a pas de statut institutionnel et on se rend compte que finalement, que ce soit l'année dernière ou cette année, le problème, c'est qu'on sent que le développement dépend d'une personne, d'un petit groupe de personnes, et que finalement, si une personne s'en va, tout s'arrête. Il faut recommencer ou ne pas recommencer d'ailleurs, malheureusement parfois. Parce qu'il y a une difficulté à concilier le métier de chacun avec la mise en place de la justice restaurative, parce qu'on n'est pas sur le même type de temporalité. On dit très souvent que c'est chronophage, mais c'est simplement un autre rapport au temps. Et donc, c'est traité aussi comme une activité annexe et ponctuelle. Et la conséquence, c'est que vraiment, on n'arrive pas à avoir quelque chose qui peut être répété, où on aurait toujours des programmes qui se répètent, etc. Parce qu'il n'y a pas la disponibilité des personnes qui sont chargées de le mettre en place pour le faire.
Ça, c'est un des premiers, c'est globalement le point. Ensuite, par rapport au partenariat, où on voit vraiment que les personnes apprécient le partenariat, il y a vraiment une difficulté à fonctionner de manière opérationnelle. Parce que se passe-t-il? Quand l'un fonctionne bien, l'autre ne fonctionne pas forcément. C'est-à-dire, quand je dis l'un, c'est-à-dire qu'on a des problèmes, par exemple, si le SPIP peut être très moteur, avoir des personnes qui sont présentes, mais par contre, ils sont face à des associations d'aide aux victimes qui soit ne sont pas formées, soit n'ont pas suffisamment de personnel, et donc, on n'arrive pas à faire un marché ensemble. On a aussi le cas d'associations d'aide aux victimes qui sont très motrices, mais tout d'un coup, et qui fonctionnent bien avec un SPIP, et puis tout d'un coup, dans le SPIP, ce n'est plus la priorité, donc du coup, tout s'arrête, ou un responsable s'en va, il y a une vacance de poste pendant un certain temps, et comme on a besoin de l'accord du responsable, tout s'arrête aussi. Donc, il y a vraiment à la fois une richesse du partenariat et cette difficulté à concrètement, au quotidien, à fonctionner de manière à pouvoir développer de manière pérenne et de manière significative la justice restaurative. Et donc, ça, c'est vraiment une frustration. Et sur les 5 sites que nous avons interrogés cette année, on sentait bien qu'il y avait des essais de mutualisation de manière à justement avoir une plus grande fluidité, une plus grande identité de justice restaurative, mais que tous ces éléments fonctionnels étaient toujours présents et qu'il y avait une frustration vraiment assez forte de ne pas pouvoir avancer toujours et de faire des arrêts départ comme ça, qui font que parfois les gens s'usent un peu et se démotivent, ou qu'ils ont du mal à passer à du concret et qu'on en reste à un travail préparatoire sans arriver à mettre vraiment beaucoup de choses sur le terrain. Ensuite, dernier élément sur l'information dont parlait Émilie tout à l'heure, c'est que on se trouve dans une situation où ont été organisées des grandes fêtes de la justice restaurative, j'appelle ça une fête, mais bon, où on a essayé de réunir tout le monde, de parler à tout le monde sur un territoire, etc. Et puis finalement, au quotidien, les personnes vous disent mais moi, j'ai peur d'informer vraiment tout le monde parce que derrière, on ne peut pas suivre. On ne peut pas suivre parce qu'on n'a pas les personnes pour le faire, on n'a pas le temps pour le faire. Et on se trouve dans cette situation-là qui fait que rapport à des personnes qui sont vraiment pour être moteurs, finalement, elles se restreignent par rapport à l'information et on arrive à des situations où l'information n'est faite que dans l'objectif de mettre en place une mesure. Donc là, il y a des énormes efforts qui sont faits et qui finalement retombe à zéro une fois que c'est fait, parce qu'il n'y a pas de continuité, parce qu'informer aussi sur la justice restaurative, ça demande aux personnes qui sont informées de cheminer, d'avoir du temps et d'avoir une information un peu régulière qui vient remotiver et les aider à réfléchir et à avancer et qui pourrait les amener à demander à bénéficier de mesures de justice restaurative. Et en fait, tous ces efforts qui demandent énormément de temps, on n'arrive pas à capitaliser, pardon, j'ai perdu le mot, capitaliser. Capitaliser dessus, pardon. Donc, vous voyez, il y a à la fois tout ce côté positif, mais on est vraiment dans des situations assez paradoxales et qui nous ont frappés cette année parce qu'elles venaient en écho de ce qu'on avait vu l'année précédente, où on avait les trois sites qui avaient été choisis étaient les sites les plus développés en France. Donc, il y a vraiment une constante qui pose vraiment question aujourd'hui sur le développement pérenne de la justice restaurative. Je redonne la parole à Émilie pour Oui. justement conclure là-dessus.
Oui, tout à fait, en résumé, puis ensuite en conclusion, mais ces retours, évidemment, mènent à des réflexions sur, dans la perspective d'un développement significatif de la justice restaurative, avec, alors parce que ce sont aussi des suggestions de la part des professionnels, mais avec peut-être le fait d'envisager des intervenants et des professionnels qui seraient dédiés à la justice restaurative. Donc ça, l'aspect d'avoir un temps dédié à la justice restaurative, il s'opère sous des formes diverses et variées selon les professionnels. Ça peut être des postes, les suggestions sont les suivantes, des postes de CPIP dédiés, à l'aide aux victimes dédiées, ou alors un groupe de personnes ressources, mais qui auraient un temps partiel dédié à la justice restaurative. On a plein de formules diverses et variées, mais il y a quelque chose de commun, c'est d'avoir une identité repérable. C'est-à-dire que très concrètement, lorsqu'on informe sur la justice restaurative, quel numéro de téléphone, quelle adresse mail mettons sur les petits flyers que l'on distribue pour que les personnes puissent s'adresser justement aux personnes conséquentes ou à la structure compétente, aux personnes compétentes ou à la structure compétente pour la justice restaurative. Donc ça, c'est vraiment une question qui revient beaucoup. Et donc, le fait que les partenariats soient essentiels dans ce cadre et dans ce défi, dans cet objectif de l'information. Ça, c'est vraiment, en résumé, ce qu'on peut dire par rapport au retour. Pour conclure de façon très générale sur tout ce qu'on vient de vous dire, parce que je vois l'heure qui passe et je voudrais qu'on puisse avoir du temps pour les questions, mais on retrouve le taux de satisfaction élevé, la grande satisfaction pour finalement toutes les catégories de personnes que l'on a interrogées, donc les participants, les professionnels, intervenants et bénévoles, de voir que cette réponse, elle est conforme à des attentes, à des convictions qui sont préexistantes, donc elles ne viennent pas de façon superficielle, de cette façon-là, ou collée, ou plaquée, que sais-je, mais vraiment elle répond à quelque chose qui était là avant, au préalable. Et évidemment qu'on n'en a pas trop parlé, mais sur les retours des professionnels, il y a aussi cette difficulté contenue dans la technicité que demande la justice restaurative, qui va peut-être en écho avec la sollicitation de temps dédié à la justice restaurative. On l'a vu en particulier lorsqu'on les a interrogés pour les professionnels qui travaillaient sur des médiations restauratives. Donc, avec cette idée donc, de compétences et de fonctionnement propre, et le constat de moyens, d'une visibilité spécifique qui est nécessitée finalement pour que la justice restaurative soit opérationnelle. C'est un peu le constat qu'on fait. Alors qu'on ne le fait pas tout seul, Christiane et moi, mais ce sont vraiment les retours, en particulier des participants, mais aussi de certains bénévoles qui nous conduisent à formuler ce constat-là. Voilà, donc peut-être aussi la perspective d'un travail en commun pour améliorer les choses. Je vous remercie, Nona Fini, pour notre présentation. On va peut-être passer aux questions. Merci à toutes les deux. Alors, oui, il y a quelques questions. Alors, Pierre-Loup a posé une question, mais Louise a répondu, donc c'est bon. C'était savoir si un psychologue pouvait être l'animateur de la médiation avec un de ses clients, mais Louise a répondu que ce n'était pas possible pour des questions de copartialité et d'indépendance. Et ensuite, il y avait une question de Catherine Bizet, à savoir, est-ce qu'une spécialisation d'éducateur, alors je pense PJJ, je ne suis pas sûre, par exemple, pourrait être envisageable pour pallier au manque de professionnels et intervenants? Une spécialisation, voilà, que des éducateurs soient dédiés à la justice restaurative, si je parle. Alors déjà, possible, ce n'est pas de notre compétence, donc on n'a pas le pouvoir d'organiser la chose. J'imagine que de toute façon, c'est une voie éventuelle, pourquoi pas, d'avoir des postes dédiés. Maintenant, sur le champ de la PJJ, il y a peut-être une difficulté, une sensibilité ou une ambiguïté carrément à travers le nouveau code pénal de justice pour mineurs, avec à la fois la justice restaurative et des dispositifs de rencontre auteurs-victimes dans les modules réparation. Ça, je pense que c'est important peut-être déjà de distinguer alors à quel titre l'éducateur est spécialisé. Est-ce que c'est pour ces modules réparation ou est-ce que c'est pour la justice restaurative? Là, il y a peut-être une petite subtilité. Peut-être que c'est des projets aussi qui sont déjà en cours au sein de la PJJ. Donc,
désolée, mais pour ma réponse, mais j'ai peut-être pas suffisamment d'informations sur l'organisation au sein de la PJJ pour vous répondre précisément, mais pourquoi pas, si c'est sur la justice restaurative, pourquoi pas. De Mais toute façon, il y a plusieurs voies envisagées, je crois. peut-être, moi, j'ai peut-être compris la question un peu différemment. Est-ce que la formation d'éducateurs suffit pour animer des mesures de justice restaurative? La réponse est plutôt non. Et non, parce que c'est vraiment particulier, il y a un cadre particulier, c'est vraiment un autre mode de fonctionnement, et donc il faut être conscient que ça n'est pas interchangeable. Voilà. Et D'accord. pour que les trois ont répondu à la question, je voulais aussi compléter en disant qu'au niveau de la PJJ, c'est vrai que les formations ont débuté plus tard qu'au niveau de l'AP pour les majeurs. Donc il y a moins d'éducateurs PJJ formés, mais il faut savoir qu'au niveau des... Donc oui, il y a un manque au niveau de la PJJ encore, mais ça va arriver, les choses vont arriver, parce qu'au niveau de l'AP, il y a du monde de formé. Enfin, la formation, c'est pas vraiment ce qui pose problème à l'heure actuelle. On en trouve des professionnels formés. C'est plus l'info derrière et ce que Émilie et Christiane ont relevé. Et voilà, c'est ça, je voulais dire. Ok. Je vous trouvais une autre question. Il y avait une question, c'était par rapport, je crois, à une de vos derniers diapos. Quelle serait la solution pour que la juridiction, n'importe quoi, que la justice restaurative se développe significativement en France, comme c'est le cas dans d'autres pays, notamment, j'imagine, les pays anglo-saxons qui sont concernés, ou la Belgique. La solution. Je ne sais pas si on peut prétendre l'avoir. Je ne sais pas, Christiane, je te laisse répondre en premier. Je n'ai pas non plus de solution, parce que c'est clairement aussi un choix politique, en fait, aujourd'hui, de savoir comment on veut organiser. Ce qu'on sait, enfin, ce qui émerge et qui a l'air assez clair, c'est que la justice restaurative ne peut pas se développer sans qu'il y ait des personnes qui soient dédiées à cette activité. Parce que, comme je le disais précédemment, il y a une question de temporalité. La justice restaurative, c'est sur un temps long, et par rapport à des personnes qui ont des missions qui sont plutôt de courte durée, enfin en tout cas plus saucissonnées, c'est difficile d'intégrer du temps long et du temps court, en fait. Et puis, ça demande aussi de travailler, enfin, un travail dans la durée, et une spécialité. Donc aujourd'hui, ensuite, après, je dirais, c'est au ministère de la Justice de décider s'ils veulent créer un pôle justice restaurative centrale en France, et puis avoir des gens dans les différentes régions. S'ils veulent continuer à travailler sur des partenariats avec des pôles justice restaurative entre deux partenaires qui se créent. En tout cas, il faut que les personnes puissent y consacrer tout leur temps. Ça, vraiment, c'est clair, parce que comment est-ce qu'on peut mettre en place des mesures de justice restaurative de manière régulière et à un niveau important quantitatif, je dirais, sans avoir des personnes qui s'y consacrent vraiment? C'est assez difficile. Et puis également, il faut bien avoir conscience qu'au niveau des associations d'aide aux victimes, il y a beaucoup d'associations d'aide aux victimes qui sont petites, qui ont 2 salariés, compte tenu que quand vous suivez quelqu'un, ce n'est pas vous qui allez animer les mesures de justice restaurative. On ne voit pas très bien comment ces personnes ça pourrait fonctionner. Donc, il faut aussi avoir un pôle de justice restaurative, quelle que soit l'organisation qui est derrière, pour pouvoir développer la justice restaurative. Peut-être pour compléter sur l'idée qu'il n'y ait pas une solution unique, mais en tout cas, ce qu'indique Christiane, je pense que c'est fondamental, mais aussi, pour ma part, doit être combiné à autre chose, c'est que ça ne veut pas dire que les autres professionnels et les partenaires ne seraient pas sensibilisés, voire formés à la justice restaurative, parce que c'est quelque chose qui, son développement participe d'un effort commun finalement, entre ceux qui vont animer concrètement, qui ont besoin de temps pour le faire, et ceux qui vont informer et orienter. C'est vraiment, ça rejoint peut-être les retours qu'on a parfois du constat selon lequel la justice restaurative concerne tout le monde finalement, et peut-être tout professionnel ou tout intervenant quelque part. Et les solutions peuvent être peut-être diverses aussi.
la pluralité des solutions, je crois que pour ma part, j'y crois beaucoup, selon voilà, ce qui existe déjà, selon les endroits, etc. Voilà, J'ai juste pour vu passer une question sur Oui. comment est-ce qu'on peut faire bouger le ministère de la Justice. Je dirais qu'on va commencer par essayer de le faire bouger en leur présentant les résultats qu'on vous a montrés aujourd'hui. Mais vos témoignages sont les bienvenus, si vous voulez. Je ne sais pas, on peut lui écrire ou en commun, je ne sais pas. Vous Regardez plus pouvez. précisément. Merci. Juste, Chloé Masson a posé une question et Louise a répondu, mais j'ai vu que Chloé Masson avait quitté et était revenue, donc je ne sais pas si elle a pu voir la réponse d'Héloïse. Et à savoir comment devenir membre de la communauté. Donc, c'est via France Victime, en effet. Voilà, je n'ai pas pu voir, il me semblait bien. En fait, il faut se renseigner auprès de France Victime, donc via le site, et voilà. Par contre, on vous invite fortement à d'abord vous renseigner sur votre territoire auprès de l'aide aux victimes ou du SPIP, s'il y a des projets de rencontre condamnées victimes, parce que sinon, vous allez aller vous former, vous allez payer votre formation pour que ensuite, quand vous revenez sur votre territoire, il n'y ait rien. Et c'est un peu embêtant en fait. Donc peut-être d'abord rapprochez-vous de votre association d'aide aux victimes et ensuite, en effet, c'est via France Victime. Sur tout le territoire, c'est aussi une possibilité de contacter les antennes du IFJR, Oui. pour savoir où il se passe quelque chose, parce qu'on a aussi une vision un peu plus, plutôt que d'aller à chaque fois sur les différentes associations, on a une vision aussi un peu générale sur les différentes, ce qui se passe plus globalement dans la région, peut-être pas forcément exactement où est-ce que vous vous trouvez. En effet. J'avais oublié que nous avions ce regard. C'est ça. Je vous renvoie un petit peu de travail là. Oui, Merci. mais bien sûr, si vous n'avez pas spécialement de contact avec l'association d'aide aux victimes, n'hésitez pas à nous demander et puis on pourra vous renseigner sur le sujet. Et ça transitionne du coup avec l'autre question qui est posée, à savoir, des fois, c'est vrai qu'il y a des endroits où il n'y a pas de mesure. Et la question qui est posée, c'est en moyenne combien de sessions de justice restaurative? Alors, organisez-vous par an. Ce n'est pas nous qui les organisons, mais les filles, je vous laisse vous répondre. De session, c'est-à-dire de mesures de justice restaurative. De mesures, entre parenthèses, il y a écrit groupe animateur, MC, victime et auteur. Oui, ça doit être. Ah, des rencontres condamnées victimes, du coup. Détenues condamnées victimes. C'est très variable, du coup. Là, moi, je n'ai pas les chiffres, pour être très honnête, pour 2021 et pour 2020. Mais oui, non, c'est très variable parce que le Covid est passé par là. Donc, pour être plus précise, en 2020, on en a eu vraiment, je dirais, une dizaine, mais peut-être que mes collègues pourront m'arrêter, me dire que je me trompe et rectifier. En tout cas, alors les rencontres collectives ont été stoppées en 2020 à cause des mesures sanitaires. Il y a eu une petite reprise en 2021 assez timide. On sent qu'en 2022, il y a une appétence à vouloir remettre en œuvre des rencontres condamnées victimes, alors même qu'on avait constaté un essor des médiations restauratives, qu'on constate encore un essor des médiations restauratives du fait des restrictions sanitaires. Mais je ne peux pas vous répondre précisément. J'en appelle aux collègues si vous avez des chiffres précis. Mais là, je ne peux pas faire une moyenne parce que vraiment, le Covid étant passé par là, ça a un peu bouleversé tout ça. Mais je vous dirais qu'il n'y en a pas une centaine par an. Il y en a moins. Voilà. On reste dans quelque chose qui est plutôt plusieurs dizaines, mais entre 10 et 20, je dirais. Il faut avoir conscience que ça fait quand même 2 ans que tout ça est très perturbé par la pandémie et sur l'organisation. Il y a aussi des choses qui ont été annulées parce qu'au dernier moment, il y avait des gens qui étaient malades. Enfin bref, ça a énormément perturbé le développement. Et puis dire peut-être qu'au début, les rencontres en groupe, anonymes, ce qu'on appelle les rencontres condamnées victimes, c'était la première mesure parce qu'il y a eu l'expérimentation dessus. Donc, c'était beaucoup de cette mesure qui était mise en œuvre par les services. Et là, on voit que la médiation commence à prendre un peu le dessus en termes de nombre. Alors, moins dans l'enquête, mais moins sur les retours qu'on a dans l'enquête, mais sur le nombre de médiations. Et après, sur l'enquête nationale qui sera publiée et sur les anciennes enquêtes nationales, il y a ces chiffres aussi que vous pouvez retrouver. Je vous avoue qu'on ne les connaît pas toujours par cœur, et comme dit Émilie, il n'y a pas vraiment de moyenne et ça dépend des années, mais
seront disponibles bientôt voilà, sur le site. Vous les retrouverez dans l'enquête, ces chiffres. Mais écoutez, il est 29, on tient à respecter les horaires. Donc, merci à tous et à toutes. On a répondu à toutes les questions, donc le timing est parfait. Vous recevrez prochainement le replay de ce webinaire et il sera aussi disponible sur YouTube. Donc, vous pourrez le revoir, vous pourrez le transférer. Si vous avez des questions qui viennent d'ici là, on reste disponible pour vous. De toute façon, vous avez des mails ou sur le site, il y a nos mails à toutes et à tous. N'hésitez pas. Encore merci. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et bon appétit pour ceux qui ont mangé en même temps. Et puis, bel après-midi à tout le monde. Et puis, à bientôt pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.